J'avais offert à ma fille un petit café pour qu'elle puisse commencer une nouvelle vie pleine de rêves et d'indépendance. Je pensais lui remettre la clé de la liberté, pas une chaîne. Mais le jour où je suis venu la voir, je l'ai trouvée en larmes, contrainte par sa belle-mère de faire le travail le plus sale et le plus humiliant sans gagner un seul euro, tandis que l'autre riait et gardait tout pour elle. La trahison de quelqu'un d'aussi proche m'a poignardé la poitrine comme un poignard de glace. J'ai agi rapidement, presque par instinct, et cette injustice allait se transformer en une vengeance méthodique, froide et patiente, qui changerait tout et ne laisserait aucune pierre non retournée. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire quelle heure il est chez vous et depuis quelle ville et quel pays vous regardez. Les petites clochettes au-dessus de la porte de l'Aube Café tintèrent lorsque je poussai la vitre. D'abord, l'odeur de café brûlé m'a frappé, lourde et rance, suivie d'une puanteur aigre provenant de la cuisine. Tout était anormal, trop silencieux, trop vide, trop triste. Puis je l'ai vue, ma fille Émilie, à genoux à l'entrée, des toilettes, la porte entr'ouverte pour que tout le monde puisse la voir. Elle frottait les joints du carrelage avec une brosse à dents. Son visage était rouge et humide. Elle essuyait ses larmes du revers de la main tout en continuant à frotter sans relâche de l'autre, comme si sa dignité dépendait de ne pas s'arrêter une seule seconde. « Émilie, as-tu raté une tâche ?» La voix venait de derrière le comptoir, tranchante et douce comme un édulcorant artificiel, mais avec le fil d'un rasoir. Une femme d'un peu plus de 60 ans était assise près de la caisse comme si c'était son trône personnel. Cheveux argentés impeccables, lunettes de créateur suspendues à une chaîne, expression satisfaite. C'était Éléonore Vasseur, la belle-mère de ma fille, et la partenaire du café que j'avais acheté pour Émilie il y a tout juste 3 mois avec la totalité de mes économies de retraite. La tête d'Émilie se releva brusquement. Nos yeux se croisèrent. Les siens s'écarquillèrent de panique. « Papa » murmura-t-elle. « Léon » Le sourire d'Éléonore aurait pu vendre de l'huile de serpent au téléphone. « Quelle charmante surprise !» dit-elle en se levant avec un calme étudié. « Nous ne vous attendions pas. Nous, nous sommes tous très occupés. » Ma mâchoire se serra. J'ai marché vers ma fille, évitant les tables vides. « Je suis venu voir ma fille. » ai-je dit lentement. « Ma fille et son café. »« Notre café, cher ami, » corrigea Éléonore en penchant la tête. « Émilie et moi sommes partenaires maintenant. Ne vous l'a-t-elle pas dit ?» La brosse à dents glissa de la main de ma fille, claquant sur le carrelage. « Salut, papa, » marmonna-t-elle. « Désolé, je finissais juste quelque chose. » Le mot « partenaire » me resta en travers de la gorge comme un morceau de viande avariée. J'ai travaillé pendant 35 ans comme inspecteur d'hygiène. Je sais reconnaître quelque chose qui se décompose, même si personne d'autre ne veut le voir. Dans le coin, assis avec un ordinateur portable ouvert et les yeux rivés sur l'écran comme si le monde n'existait pas, se trouvait Thomas, le mari d'Émilie et le fils d'Éléonore. Il se déplaça inconfortablement quand je le regardais, mais ne dit pas un seul mot. Il n'y avait qu'un autre client dans tout l'établissement, une femme âgée près de la fenêtre, fixant sa tasse comme si elle espérait trouver des réponses au fond. « Laisse-moi t'aider, ma puce. » Je me suis penché pour ramasser la brosse à dents. « Oh non !» Éléonore se leva, lissant sa jupe d'un geste théâtral. Elle a besoin d'apprendre les normes de nettoyage appropriées. L'inspecteur d'hygiène a été très clair le mois dernier. Ma main se figea en l'air. « Quel inspecteur d'hygiène ?» demandai-je, mon sang se glaçant. Éléonore fit un geste de la main dédaigneuse. « Une visite de routine. Émilie a eu quelques oublis, mais nous avons déjà tout réglé. » Son sourire s'élargit. « Vous vous y connaîtriez, n'est-ce pas? Avec votre ancienne profession. » La machine à expresso siffla derrière le comptoir, libérant de la vapeur. J'ai compté jusqu'à 5 avant. De parler, Thomas, je me tournai vers mon gendre. « Comment vont les affaires ?» Il leva à peine les yeux. « Bien, Léon. Occupé. Il nous est d'une grande aide ici.
intervint Éléonore, répondant à sa place. Il gère les finances, les fournisseurs. Quelqu'un doit s'occuper des choses sérieuses. Je peux m'en occuper, essaya de dire Émilie en se levant, le torchon à la main. Ma chérie, nous en avons déjà discuté, la coupa Éléonore, sa voix mielleuse. Concentre-toi sur ce que tu fais de bien, la pâtisserie. Les mains de ma fille se serrèrent en poing autour du torchon. Elle se dirigea vers la table la plus proche et commença à l'essuyer avec des mouvements circulaires rapides, presque frénétiques. J'ai commandé un café à Éléonore, pas à Émilie. Ça faisait mal, mais j'avais besoin d'observer, pas de discuter. Éléonore le servit avec une précision théâtrale. « Alors, que pensez-vous de notre mélange ?» dit-elle, se penchant sur le comptoir. « J'ai amélioré l'origine des grains. Notre origine, précisa-t-elle, comme si chaque mot était une petite lame. Le café était faible, amer et à la mauvaise température. J'avais fermé des établissements entiers pour moins que ça. Délicieux, mentis-je, sentant ma main trembler légèrement en portant la tasse à mes lèvres. Un peu de café se renversa sur le comptoir. Les yeux d'Éléonore suivirent la tâche avec une étincelle de satisfaction. Elle tira un chiffon dessous le comptoir et nettoya la tâche avec un calme exagéré. « Pas de problème, Léon. Les maladresses arrivent à tout le monde. Je voulais lui arracher le chiffon des mains. Je voulais crier. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai compté jusqu'à 10. La femme à la table, près de la fenêtre, se leva et partit sans finir son café. La clochette tinta à nouveau. À son départ. « J'aimerais voir les documents de partenariat, dis-je d'un ton désinvolte. J'ai toujours été un peu curieux des documents. Les documents commerciaux sont si ennuyeux, rit Éléonore. Thomas s'occupe de tout l'aspect légal, n'est-ce pas, mon cher? Il hocha la tête sans quitter son ordinateur portable des yeux. 35 ans à inspecter des restaurants, à voir des propriétaires mentir, se débattre, chercher des excuses, utiliser toutes les ruses possibles. Je savais reconnaître la culpabilité, je savais reconnaître la tromperie et je savais exactement quand j'étais en face d'elle. Eh bien, je posai la tasse sur le comptoir. Je ferais mieux de vous laisser reprendre le travail. Nous ne nous arrêtons jamais de travailler ici, dit Éléonore, rayonnante. Gérer une entreprise prospère demande une attention constante, mais c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Nous nous soutenons les uns les autres. Je regardais Émilie à l'autre bout de la pièce, le torchon à la main, fixant le vide. Bien sûr, répondis-je. La clochette tinta à nouveau en partant. Cette fois, elle sonna plus doucement. Ou peut-être n'était-ce que le bourdonnement de la rage dans mes oreilles. J'ai repris la route vers la maison, 20 minutes à travers là, aux circulations de Bordeaux, mes mains si serrées sur le volant que mes jointures étaient blanches. Vers 7 heures, la sonnette retentit. Émilie était sur le palier de mon appartement, les yeux gonflés par les pleurs. Elle entra sans un mot, s'assit sur le canapé et serra ses genoux contre sa poitrine, comme si elle voulait disparaître. « Je lui ai dit que j'allais faire des courses, » murmura-t-elle. « Nous avons un peu de temps. » Je me suis assis à côté d'elle, attendant. Le barrage a cédé. « Papa, je suis tellement désolé. » Les larmes coulaient sur son visage. Je ne voulais pas que... Tu vois ça comme ça. J'avais tellement honte. Honte de quoi? Demandai-je, ma voix plus douce que ce que je ressentais. Elle a dit qu'elle allait nous aider avec les coûts initiaux, que c'était un investissement familial, qu'elle voulait juste nous soutenir. Les mots s'échappaient, désespérés. Puis les papiers sont arrivés. Il y avait tellement de charabia juridique. Thomas a dit que c'était normal, que c'était juste pour nous protéger tous. Un nœud se forma dans ma poitrine. « Laisse-moi les voir. » Elle sortit une pochette de son sac, les mains tremblantes. Je l'ouvris. Le contrat d'association semblait normal à la... Une première page. À la 3e, mon estomac se tordit. À la 7e, je savais exactement ce qui s'était passé. « Elle a 51%, sanglota Émilie. L'avocat a dit... Je n'arrivais même pas à entendre ce que l'avocat disait. J'étais tellement nerveuse. J'ai juste signé. Ma voix sortit froide, plate. Je vais arranger ça. Papa, elle a de l'argent, des relations,
Et moi, Émilie, je pris ses mains. Regarde-moi. Elle le fit. J'ai passé 35 ans à fermer des endroits qui pensaient être au-dessus des règles. Je serrai ses mains. Je vais arranger ça. Et ça ne prendra, elle, pas beaucoup de temps. Elle est partie après 22 heures, rentrant chez elle comme une adolescente enfreignant le couvre-feu. Je suis resté assis dans le noir. Les documents de partenariat étaient posés sur la table basse comme 51 pages d'un vol élégant. Mes yeux se sont portés sur la bibliothèque. Parmi mes vieilles affiches de santé publique, Lavez-vous les mains, sauvez une vie, édition 1952. Il y avait un petit portefeuille en cuir. Je ne l'avais pas ouvert depuis 3 ans. Ma main l'atteignit presque toute seule. À l'intérieur, il y avait mon ancien badge. Inspecteur sanitaire principal, service d'hygiène de la ville de Bordeaux. La photo montrait un moi plus jeune, avec plus de cheveux et moins de mèches grises, mais exactement les mêmes yeux. Les mêmes yeux qui avaient fermé 43 restaurants pour des violations graves. Je passai mon doigt sur le sceau en relief. Un sourire, pas un sourire aimable, se forma lentement sur mon visage. Le lendemain matin, le badge était sur ma table de chevet quand je me suis réveillé. L'habitude a fait le reste. 30 ans de réveil matinal avaient programmé mon corps. À 6 heures, j'étais sous la douche. Je me suis habillé soigneusement. Pantalon de ville, chemise boutonnée, chaussures confortables, l'uniforme officieux de l'inspecteur décontracté. Je n'avais pas porté cette combinaison depuis 3 ans, mais mon corps se souvenait de ce qui était nécessaire. Le miroir ne reflétait plus seulement un père désemparé. Maintenant, je voyais un homme avec un plan. L'Aube Café ouvrait à 7 heures. À 7h30, j'ai franchi la porte. Émilie était derrière le comptoir, seule, avec des cernes sous les yeux. Elle sursauta quand la clochette tinta. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Un café noir, s'il vous plaît, » dis-je. Assez fort pour que les 2 clients dispersés et la dame dans le coin entendent, et une de ces brioches à la cannelle. Ses yeux vacillèrent, comprenant plus que ce que je disais. « Bien sûr, » répondit-elle, « tout de suite. » Je me suis assis à une table au fond, j'ai ouvert un journal local que je n'ai même pas regardé et j'ai fait semblant de lire les gros titres. Mon attention était ailleurs. La porte du réfrigérateur est restée ouverte trop longtemps. 20 secondes, 30, rupture de la chaîne du froid. Émilie a pris du lait et l'a finalement fermé, mais il n'y avait pas de thermomètre visible à l'extérieur. Mauvais signe. Dans la zone de préparation, les produits laitiers étaient trop proches de l'endroit où elle venait de hacher des légumes, risque de contamination croisée. Aucun récipient ouvert n'avait d'étiquette de date, une violation claire. Le téléphone d'Émilie reposait sur le comptoir où les assiettes étaient finies. Un vecteur de contamination. En 10 minutes, j'avais compté 5 violations passibles de citation sans même entrer dans la cuisine. Le café et la brioche arrivèrent à ma table. Je la remerciai. Elle s'éloigna rapidement. 35 ans font quelque chose. À votre cerveau. Là où un charpentier voit des murs porteurs, je vois des codes d'hygiène. Les violations me sautaient aux yeux. Léon, quel plaisir de vous voir si souvent. Éléonore apparut de l'arrière avec un maquillage frais et un sourire encore plus frais. Elle s'assit sur la chaise en face de moi, sans invitation. « Vous voyez ? J'ai dit à Émilie qu'un bon café se vend tout seul. L'endroit a l'air différent de la dernière fois, dis-je en sirotant un café aussi faible que le précédent. Nouveau système, bien sûr. » Elle se pencha en avant, ravie de s'entendre parler. « J'ai mis en place plusieurs mesures d'efficacité. Nous réduisons le gaspillage, optimisons l'inventaire, coupons les dépenses. Les petites entreprises meurent de dépenses excessives pour des bêtises, comme le lait de marque premium. La marque générique coûte la moitié du prix. » Ses yeux brillèrent. Les clients ne remarquent même pas la différence. Optimiser, un mot chic pour rogner sur les marges au détriment de la sécurité. J'avais fermé une fois un endroit pour avoir servi du lait périmé. Dans le monde d'Éléonore, l'expiration devait être juste un autre détail qui pouvait être optimisé. J'ai pris une note mentale. Vérifier les
Date dans la chambre froide, s'ils avaient même des étiquettes. Très astucieux, dis-je. Merci. Thomas et moi examinons chaque ligne. Il a une tête pour les chiffres que vous ne croiriez pas, sourit-elle, fière de son fils. Le petit rush matinal commença. 3 personnes devinrent 5. Émilie faisait des allers-retours entre le comptoir et les tables. Éléonore se planta près de la caisse, immobile. « Non, non, non !» Sa voix traversa le murmure comme un bourdonnement agaçant. « Pas comme ça, Émilie. » Elle traversa la pièce jusqu'à la table que ma fille nettoyait. Les cercles, regardez. Elle lui arracha le chiffon des mains et fit la démonstration avec des mouvements lents et exagérés, comme si elle expliquait à un petit enfant. « Vous voyez ? Pas de traces. Ce n'est pas si compliqué. »« Je le faisais comme ça, » marmonna Émilie. « Eh bien, 3 clients se sont plaints hier des traces sur les tables. 3. Savez-vous ce que cela fait à notre réputation ? 2 personnes aux tables voisines se déplacèrent inconfortablement. Thomas leva les yeux une seconde, ouvrit la bouche, puis la referma. « Thomas, s'il te plaît, » le coupa sa mère, « je la forme. Il faut bien que quelqu'un le fasse. 35 ans d'inspection et... » Je n'avais jamais cité personne pour avoir essuyé en cercle ou en ligne droite. Vous savez pourquoi? Parce que ça n'a pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le contrôle. Et pour des gens comme Éléonore, le contrôle était le but entier. Excusez-moi, je me suis levé. Puis-je utiliser les toilettes? Bien sûr, répondit-elle avec un sourire radieux. Au fond du couloir, nous gardons tout très propre. Vous allez adorer, n'est-ce pas, Léon? Avec votre expérience. J'ai marché dans le couloir et en passant, j'ai eu une vue parfaite sur le passe-plat de la cuisine. Les produits de nettoyage étaient stockés sur la même étagère que les produits secs. Violation, l'évier à serpillière était juste à côté de l'évier pour se laver les mains. Une autre violation. J'ai sorti mon téléphone et pris 3 photos rapides et discrètes. La salle de bain, ironiquement, était impeccable. Je parie que c'était le travail d'Émilie, pas d'Éléonore. Le lavabo, cependant, avait une fissure dans le bassin, petite mais notable. 4 photos de plus. Quand je suis revenu, Éléonore avait pris ma chaise et feuilletait mon journal comme si c'était le sien. Vous savez quelle section j'adore? Elle n'attendit pas ma réponse. Affaires. Il faut comprendre les tendances du marché pour réussir. Bien sûr, dis-je, sans m'asseoir. Émilie ne le lit jamais, elle n'a pas la tête aux affaires. Cette fille est bonne, douce, mais... Elle laissa la phrase en suspens pour que le silence la complète. J'ai sorti mon portefeuille, laissant un billet de 20 € sur la table. Le café et la brioche ne coûtaient même pas 7 €. Garde la monnaie, Émilie, dis-je. La main d'Éléonore jaillit comme l'éclair, attrapa le billet, et elle sourit en le comptant et en le rangeant. Quelle générosité! Nous l'utiliserons pour acheter du nouvel équipement. La machine à expresso a besoin de réparation. Émilie resta figée derrière le comptoir, son regard fixé sur le billet qui disparaissait. Je suis sorti sans regarder en arrière. Chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. 3 heures à réviser le règlement sanitaire départemental, RSD, en vigueur. Chapitre 333, c'est ce que j'avais en tête. Je connaissais la plupart des articles par cœur, mais je voulais être à jour. Mon bloc-notes jaune se remplit de notes. Défaillance de température, risque de contamination croisée, étiquetage incorrect, stockage des produits chimiques, maintenance déficiente des équipements. Chaque violation, un autre point dans mon plan. Vers 18 h, j'ai appelé Didier Leclerc, 40 ans au service d'hygiène. Nous avions fait nos classes ensemble, travaillé côte à côte, fermé une célèbre brasserie en 6 heures pour violation flagrante. Il répondit à la 3e sonnerie. Léon Patterson. 3 ans à la retraite et soudainement tu m'appelles pour parler de violation du code de la santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas simplement dire bonjour à un vieil ami, dis-je. Son rire résonna dans le téléphone. En 3 ans, tu n'as jamais appelé juste pour dire bonjour. Crache le morceau. Qui a merdé? Hypothétiquement, je me penchai en arrière sur ma chaise. Un petit café, nouveau propriétaire. Plusieurs violations du RSD, contrôle de la température, étiquetage des dates,
risque de contamination, le ton de Didier changea, devint professionnel. C'est déjà plusieurs infractions passibles de citation. À quel point est-ce grave? Assez grave. Mais le propriétaire est trop confiant. Pense que les règles sont pour les autres. Ceux-là sont mes préférés, répondit-il. Ceux qui pensent que la réglementation est facultative. Nous avons parlé pendant 1 heure de tout et de rien, comme 2 vieux soldats se remémorant des batailles. Tu sais quoi, Léon? Dit-il à la fin. Le travail me manque avec toi. Les nouveaux sont tous des ordinateurs et de l'analyse des risques. Plus personne n'a l'instinct de sentir quand quelque chose ne va pas. J'ai ouvert le classeur métallique que j'avais récupéré de mon ancien bureau. 40 ans de contact, inspecteurs, chefs de département, des gens que j'avais formés, des gens qui me devaient des faveurs, des gens qui se souvenaient encore quand l'inspecteur Patterson avait fermé cette brasserie en 6 heures. Mon doigt parcourut une liste de noms, Miller, Chen, O'Donnell, Didier, dis-je doucement. Quelqu'un est sur le point de recevoir un cours intensif sur les réglementations sanitaires. Le RSD, il est temps qu'Éléonore Vasseur découvre ce que signifie vraiment optimiser une entreprise. 2 jours plus tard, j'étais assis à ma table de cuisine, entouré de papiers. Pas n'importe quel papier, 35 ans de formulaires, de rapports d'inspection, de listes de contrôle, de modèles de plainte. Le classeur était toujours ouvert comme une blessure. Sur le site web du service d'hygiène, j'ai trouvé le formulaire de plainte officiel, simple et bureaucratique. Je ne l'ai pas seulement rempli, je l'ai rédigé comme un rapport scolaire. Chaque mot était choisi pour déclencher toutes les alarmes, multiples violations observées, risques de contamination croisée, rupture de la chaîne du froid des aliments potentiellement dangereux, préoccupations répétées concernant les populations vulnérables. C'étaient des mots magiques, ceux qui transforment une simple plainte en une inspection prioritaire. J'avais rédigé plus de 3000 rapports dans ma carrière. Aucun ne m'avait procuré autant de plaisir. Sur le bloc-notes jaune, j'ai divisé mon plan en 4 phases. Phase 1, inspection d'hygiène. Phase 2, dommages réputationnels. Phase 3, action légale. Phase 4, conséquences économiques. La phase 1 était presque prête. Il ne manquait que les derniers détails. Sur mon téléphone, l'application de numéro anonyme que j'avais installée la veille clignotait sur l'écran. J'ai appelé Émilie. « Es-tu seule ?» demandai-je. Silence. Thomas est chez sa mère. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?»« Écoute-moi attentivement. » Je baissai la voix. « Demain, quand tu fermes, j'ai besoin que tu oublies quelque chose. Les étiquettes de date sur les produits laitiers, par exemple, ne les change pas. Et le relevé de température pour la chambre froide, peut-être que tu seras trop fatigué pour le remplir. Une longue pause. Tu es en train de lui tendre un piège, dit-elle finalement. Je laisse la vérité se montrer. Maintenant, je serrai le téléphone plus fort. Vas-tu m'aider? Sa voix se fit un murmure. À quelle heure dois-je m'attendre à la vérité? Après-demain, en milieu de matinée. Tu la reconnaîtras quand tu la verras. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé l'écran de l'ordinateur portable. Le formulaire était complet, parfait et dévastateur. Mon doigt plana au-dessus d'envoyer. Une fois que je l'aurai fait, j'utiliserai 35 ans d'expérience pour viser directement le café de ma propre fille. Oui, Éléonore avait créé ces risques. Elle avait rogné sur la sécurité et humilié Émilie. Mais le nom sur la licence était celui de ma fille. C'était son rêve, celui que j'avais financé avec toutes mes économies. Je me suis souvenu d'Émilie à genoux, frottant le sol de la salle de bain avec une brosse à dents, pleurant en silence. J'ai cliqué. Je n'ai pas utilisé ma connexion domestique. À 3 heures du matin, je suis allé dans un autre café du quartier. J'ai commandé un café exécrable et j'ai utilisé leur Wi-Fi. Paranoïa peut-être, mais les plaintes sont enregistrées avec 1 heure et une adresse IP. De retour à la maison, j'ai vérifié mes emails. Il y avait un message de l'autorité. Votre plainte a été reçue et assignée sous la référence 2025 BDX 1847. La phase 1 était lancée.
Tard l'après-midi suivant, Didier m'a appelé. Je l'ai lu, dit-il. Tu es un manipulateur de manuel, Léon. Tu as touché tous les points sensibles. Population vulnérable. C'est code rouge. J'ai mentionné les personnes âgées et les petits-enfants, ai-je répondu. Exactement. Cela en fait une haute priorité. La plainte est déjà signalée. Ils devront la signer en moins de 48 heures, et ils le feront. Je le surveille personnellement. Et juste pour que tu saches, tout est dans les règles. Je ne saute aucun protocole. Ta plainte est si bien écrite qu'elle mérite cette priorité. J'ai souri. Tu m'as bien formé. Je l'ai fait. Sa voix s'adoucit. Mais promets-moi quelque chose. Reste loin du café quand ils y vont. Si Éléonore voit un lien quelconque entre toi et l'inspection, elle commencera à poser des questions. Je comprends, dis-je. Je pensais pouvoir tenir cette promesse. J'avais tort. Alors que la nuit tombait, je me suis inscrit sur Google avec un nouvel email. J'ai créé un profil, Franck Lambert, une photo générique d'un homme au hasard, chemise bleue, sourire neutre, un visage oubliable. Le profil parfait pour dire des vérités inconfortables et ensuite disparaître. Je suis allé sur la page de l'Aube Café. Il y avait 43 avis, une moyenne de 4,2 étoiles, des commentaires aimables sur les brioches à la cannelle et l'atmosphère chaleureuse. J'ai écrit un avis d'1 étoile sur un ton poli. Je suis préoccupé par le manque apparent d'attention aux normes d'hygiène. J'ai observé des pratiques alarmantes lors de ma dernière visite. J'espère sincèrement que la direction prend la sécurité alimentaire plus au sérieux. J'ai hésité un instant, puis j'ai cliqué sur Publier. Il était 23h47. Le lendemain, à 10h précises, j'étais assis dans un autre café directement de l'autre côté de la rue, face à l'Aube Café, désobéissant à la seule instruction que Didier m'avait supplié de suivre. J'ai commandé un cappuccino. « À quelle température gardez-vous votre lait ?» demandai-je au barista. Il rit. Question bizarre. Environ 4 degrés Celsius. Le gérant vérifie le thermomètre 5 fois par jour. Il est obsédé. Bon gérant, dis-je. Le cappuccino arriva parfait, le lait à la bonne température, la mousse exacte. Ironique, savourer un café impeccable en attendant de voir l'endroit de ma fille être cité pour le contraire. À 10h15, une berline blanche du service d'hygiène de la ville de Bordeaux se gara devant l'Aube Café. 2 inspecteurs en sont sortis. J'ai reconnu la femme sur des photos de formation. Inspectrice Morin, bloc-notes à la main. L'homme avait un thermomètre numérique accroché à sa ceinture. Inspecteur Lemoine, jeune, méthodique, le genre qui ne plaisante jamais au travail. De la fenêtre, j'ai vu l'expression d'Éléonore changer. D'abord, le sourire de bienvenue automatique, puis la confusion, puis l'inquiétude. Morin montra ses accréditations. Je pouvais lire sur ses lèvres sans effort. Service d'hygiène, inspection de routine. Éléonore répondit avec un sourire plus grand, du genre que les gens affichent quand ils pensent pouvoir charmer le système. Morin ne sourit pas en retour. Les bons inspecteurs ne sourient pas en service. Lemoine se dirigea vers la cuisine. La main d'Éléonore tenta de l'intercepter, le guidant là où elle voulait qu'il aille. Il ne la regarda même pas. Les bons inspecteurs ne laissent pas non plus le propriétaire contrôler la visite. Morin s'installa au comptoir, mesurant les températures, ouvrant les récipients. Lemoine disparut dans la cuisine, tapant des notes sur sa tablette. Émilie resta pétrifiée près de la machine à expresso. Thomas était toujours dans son coin avec son casque, faisant semblant que rien ne se passait. 40 minutes plus tard, les 2 inspecteurs sont sortis. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais voir qu'Éléonore était devenue pâle. Elle parlait rapidement, gesticulant, pointant la cuisine, pointant Émilie, pointant les papiers que Morin tenait. C'était le langage universel de « ce n'est pas ma faute, c'est sa faute ». Morin, en revanche, avait le visage le plus neutre que j'ai jamais vu. Bien entraîné, sans aucun doute. J'ai vu sa main lui remettre les formulaires, les copies jaunes. Éléonore les arracha de ses mains, son expression se transformant en pure rage en lisant. Elle se tourna vers Émilie. Même si je ne pouvais pas entendre, je savais qu'elle criait. 2 clients se levèrent, prirent leur manteau et partirent en hâte.
Le moine et Morin quittèrent le café sans regarder en arrière, avec la froideur professionnelle des gens qui ont vu ce drame 1000 fois. J'ai fini mon cappuccino, laissé l'argent sur la table et je suis allé à ma voiture 3 pâtés de maison plus loin. Phase 1 terminée. Ce même après-midi, le téléphone anonyme vibra. C'était Émilie. « Je ne peux pas parler longtemps », murmura-t-elle avec du bruit de fond. Elle dit que c'est entièrement de ma faute, que j'ai ruiné le commerce, que l'amende est due à mon incompétence. Thomas ne dit rien. « Papa, j'ai peur. »« Tu as fait parfaitement, » répondis-je. « Reste forte. Ce n'est pas fini. 1 heure plus tard, mon propre téléphone sonna. Numéro inconnu. J'ai répondu. « Léon, » dit la voix froide d'Éléonore. « Nous devons parler. » Elle ne m'appelait plus Léon ni beau-père. Formelle, distante, dangereuse. « Que puis-je faire pour vous, Éléonore » demandai-je. « Ne jouez pas l'innocent. C'est insultant pour nous deux. Je ne sais pas de quoi vous parlez. L'inspection, l'avis Google, le timing. Vous me prenez pour une idiote. » Mon cœur s'accéléra. Je feignis l'ignorance. Ils ont inspecté le café? C'est dommage, mais ces choses arrivent. « Franck Lambert » cracha-t-elle. « Ce nom vous dit-il quelque chose? Parce que son adresse IP me dit certainement quelque chose. Voulez-vous deviner à quelle adresse de domicile elle est associée ?» Silence. « Nous devons nous parler face à face » continua-t-elle. « Ou cette semaine, j'apporte toutes les preuves à la police et je dépose une plainte pour harcèlement, diffamation et interférence avec mes affaires. Vous décidez. Chez vous, dans 1 heure. » Elle raccrocha. Je me suis assis sur le canapé, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti en 40 ans d'inspection. Une peur réelle. Éléonore avait un avocat, des ressources, du temps. Elle pouvait tordre l'histoire et me peindre comme un vieil homme obsédé harcelant une pauvre femme d'affaires. Un avis Google, aussi stupide soit-il, était la preuve que j'avais ciblé son commerce. Si je tombais, je ne perdrais pas seulement le peu qu'il me restait. J'entraînerais Émilie avec moi. J'avais 70 ans, presque plus d'économie après avoir acheté le café. Une seule poursuite pouvait me laisser à la rue. 22 minutes avant l'heure convenue, je faisais toujours les 100 pas dans mon salon. Les papiers du partenariat étaient ouverts sur la table. 51 pages de vol déguisées en alliance. Puis, un SMS d'Émilie arriva. « Elle sait que tu m'as aidé. Elle dit qu'elle va s'en prendre à toi. Je suis tellement désolé, c'est de ma faute. » J'ai lu la phrase plusieurs fois. Ma faute. Non, ça ne l'était pas. J'ai versé un whisky, l'ai bu, puis j'ai versé le reste de la bouteille dans l'évier. J'allais avoir besoin d'une tête claire. On frappa à la porte avec précision. 3 coups fermes. J'ai ouvert. Éléonore était impeccable. Tailleur couleur crème, perles, maquillage parfait, comme si elle arrivait d'une réunion de conseil d'administration. Derrière elle, un homme d'une 50aine d'années, costume gris, mallette en cuir. « Monsieur Patterson, dit-il en tendant la main, je suis maître Richard Davies, l'avocat de Madame Vasseur. Merci de nous recevoir. » Je n'ai rien accepté, répondis-je en les laissant entrer. J'ai été menacé, et ça me rend curieux. Éléonore entra comme si elle évaluait la propriété pour l'acheter. L'avocat posa sa mallette sur la table, l'ouvrit et étala une pile de papiers soigneusement. « Léon, commença-t-elle, arrêtons les jeux. Je sais que vous avez déposé la plainte, je sais que vous avez posté l'avis, et je sais que vous essayez de détruire mon commerce. »« Votre commerce » répétai-je, laissant le mot planer dans l'air. Choix intéressant. Oui, mon commerce, celui que j'ai sauvé de l'incompétence de votre fille, elle se pencha vers moi, celui que vous êtes en train de saboter. Elle sortit son téléphone, tapota quelques fois et me montra l'écran. Mon faux avis sous le nom de Franck Lambert, à côté de l'adresse IP d'où il avait été posté. Voulez-vous expliquer ça? L'avocat intervint d'une voix douce. Monsieur Patterson, cela correspond à un schéma de harcèlement et de diffamation. Ma cliente est prête à déposer une plainte. J'ai ri. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Le sourire d'Éléonore s'aiguisa. Vous trouvez ça drôle?
Je trouve ça drôle que vous veniez chez moi me menacer avec des avocats. J'ai attrapé les papiers du partenariat sur la table et je les ai tenus en l'air, alors que vous avez commis une fraude, une coercition et un vol de manuel. Vous voulez parler d'illégalité? Parlons-en. L'expression de l'avocat changea à peine. Les documents sont légitimes, dit-il. Ils sont notariés, déposés et acceptés. D'accord, dis-je. Mais le site du secrétariat d'État montre qu'Éléonore a enregistré une société à responsabilité limitée 3 semaines avant que vous ne discutiez soi-disant de devenir partenaire. Vous avez appelé cela un plan de sauvetage, mais c'était prémédité. Et ça, mon ami, ça sent très mauvais dans n'importe quel tribunal. L'avocat jeta un coup d'œil à Éléonore. Vous n'avez pas mentionné ce détail. Il invente, lâcha-t-elle. Il ment. Ce sont des registres publics, répondis-je, et j'ai déjà envoyé des captures d'écran à mon fils et à un ami avocat, juste au cas où il m'arriverait quelque chose. Juste à ce moment-là, le téléphone d'Éléonore sonna. Elle le regarda. Son visage passa de l'irritation à l'alarme. Quand? Combien de commentaires? Elle écouta en silence. J'arrive. Elle raccrocha et me regarda avec une haine pure. Quelqu'un a posté les photos de l'inspection sur Facebook, cracha-t-elle. Les violations, l'amende, tout. Dans le groupe Les Fins Gourmets de Bordeaux. 12 000 membres sont en train de détruire notre réputation. Je gardais mon visage neutre. Intérieurement, je pensais, phase 2, ce n'était pas mon fait, mais j'allais l'utiliser. Ce n'est pas fini, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Non, reconnus-je, ce n'est pas fini. Mais Éléonore, croyez-moi, cet avis Google est le cadet de vos soucis. Vous avez commencé une guerre avec un homme qui a passé 35 ans à fermer des entreprises qui pensaient être au-dessus des règles. Je ne fais que m'échauffer. Les deux sont partis. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, mes jambes tremblantes. Dans le couloir, j'ai entendu leur voix monter. Éléonore était au téléphone en attendant l'ascenseur. L'acoustique de l'immeuble jouait en ma faveur. Ces mots me parvinrent clairement. « Ne t'inquiète pas pour Patterson, disait-elle. Il a déposé sa petite plainte et pense qu'il est puissant. Mais les documents de transfert sont presque prêts. Dans 1 mois, le café sera entièrement à moi, légalement et définitivement. Sa fille a signé tout ce dont nous avions besoin. Elle était tellement désespérée de sauver le partenariat. Mon souffle se coupa. Les 51% n'étaient que le premier pas. Elle continua. Dès que le reste sera déposé, ils ne pourront rien faire. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Oui, et envoie-moi les papiers finaux la semaine prochaine, dit-elle. Quand ils se rendront compte de ce qui se passe, il sera trop tard. La porte se ferma, coupant sa voix. Je restai immobile dans mon salon, téléphone à la main. Ce n'était plus seulement 51%. Dans 30 jours, Éléonore prévoyait de prendre 100% du café. Les 150 000 € que j'avais investis et tout le travail d'Émilie étaient sur le point de s'évanouir dans une ruse légale. J'ai cherché une carte que j'avais gardée pendant 3 ans. Florence Renaud, avocate d'affaires. Je l'avais rencontrée à l'inauguration du café. « Si jamais votre fille a besoin d'aide juridique, appelez-moi », m'avait-elle dit. Il était temps. Le lendemain, j'étais dans son bureau, un studio lumineux dans un immeuble en briques du centre-ville. La salle de réunion sentait le café cher et le papier cher. Je lui ai tout raconté. Elle étala les documents comme des preuves de la scène d'un crime, ce qu'ils étaient d'une certaine manière. « Ils sont très minutieux », dit-elle d'un ton neutre. « Ce qui signifie que celui qui les a préparés savait exactement ce qu'il faisait. »« Pouvons-nous les contester ?» demandai-je. Légalement, ils sont valables, admit-elle. Émilie a signé, le notaire a été témoin, le registre a accepté. Mais si elle a signé sous la contrainte, sous de faux prétextes ou sans comprendre les termes, s'il y a eu mauvaise foi de la part de l'autre partie, nous pouvons plaider la fraude et l'annulation. Nous avons besoin de preuves. Je l'ai entendue au téléphone, dis-je. Elle a tout avoué, que c'était un plan depuis le début. Enregistré ? Demanda Florence. Non, juste ma parole. Elle secoua la tête. Témoignage d'un tiers. Oui dire. Sans valeur au tribunal.
Nous avons besoin de sa voix, de son visage, de ses mots sur bande. Heureusement, la loi française permet l'enregistrement, si la personne qui enregistre fait partie de la conversation. Si Émilie enregistre une conversation dont elle fait partie, c'est tout à fait légal. Elle le fera, l'assurai-je. Après tout ce qu'elle a fait, Émilie s'attacherait une caméra au front, si elle le devait. Didier m'a mis en contact avec son neveu, Olivier, un gamin d'une vingtaine d'années qui travaillait dans la cybersécurité. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Il sortit un petit appareil de son sac à dos. Enregistreur vocal numérique. Il ressemble à un simple clip pour tenir des bons de commande sur un tablier, expliqua-t-il. Il enregistre à l'activation vocale pendant plus de 40 heures, et si Éléonore le trouve, dit juste que c'est pour organiser les commandes. Personne n'y pense à deux fois quand un jeune a un petit gadget. Il haussa les épaules. Cette nuit-là, sur mon ordinateur portable, j'ai ouvert un compte email anonyme. J'ai écrit à une journaliste culinaire que je suivais depuis des années. « Olivia, je vous écris anonymement car je crains des représailles. Je veux vous parler d'un café à Bordeaux, l'Aube Café, anciennement le Coin Matinal. La copropriétaire, Emily Patterson, est exploitée par sa belle-mère, qui l'a forcée à signer des papiers qui la laissent avec pratiquement rien tout en la traitant comme de la main-d'œuvre gratuite. Il y a eu récemment une inspection sanitaire due à des réductions de coûts dangereuses qui n'étaient pas la faute d'Émilie. Quelqu'un doit raconter cette histoire. J'ai envoyé le message avant de pouvoir le regretter. 3 jours plus tard, Émilie avait l'enregistreur clipsé à son tablier. Il a capturé des heures d'humiliation, de commentaires blessants, d'ordres donnés avec une voix douce et un couteau caché. Nous avions besoin de quelque chose de plus concret. Cela vint le 4e jour, lors d'un après-midi calme, avec le café presque vide. Thomas était sorti et Éléonore comptait le tiroir-caisse. « Éléonore, puis-je te demander quelque chose ?» La voix d'Émilie sonnait épuisée sur l'enregistrement. « Quoi ?» répondit-elle sans lever les yeux. « J'ai pensé au partenariat, au café. Est-ce que ça va être vraiment à moi un jour comme papa le voulait ?» Une pause. Puis, un petit rire froid. « À toi, Émilie, chérie? Quand est-ce que ça a été à toi ?»« Papa a acheté l'endroit pour moi, » répondit ma fille. « Votre père a jeté sa retraite par la fenêtre sur une entreprise que vous ne saviez pas gérer. Je l'ai sauvé. Ce café fonctionne grâce à moi. Mais légalement, j'ai toujours une part, n'est-ce pas ?» insista-t-elle. « Légalement, ma petite sotte, ce café est déjà à moi, » dit Éléonore, d'un ton qui me glaça le sang quand je l'entendis. « Les papiers que vous avez signés transfèrent la propriété. Votre père ne l'a même pas compris. Dans 1 mois, tout sera finalisé. Si je me sens généreuse, peut-être que je te garderai comme employée. » Il y eut 10 secondes de silence sur l'enregistrement. Je pouvais imaginer le visage dévasté d'Émilie. « Thomas s'est assuré que vous signiez tout, » ajouta Éléonore. « Vous lui avez fait confiance. Vous m'avez fait confiance. C'était votre erreur. Quand nous avons écouté l'audio dans le bureau de Florence, 10 secondes plus tard, l'enregistrement s'est coupé. Olivier l'a vérifié. Le clip s'est détaché, il a bougé et a perdu de la puissance, expliqua-t-il. Je suis désolé. J'ai laissé échapper un rire amer. Bien sûr, rien ne pouvait se passer parfaitement. C'est toujours très précieux, dit Florence. Mais cet écart nous pose problème. Un avocat de la défense dirait que le contexte manque. Nous avons besoin de plus. Cette même nuit, Émilie m'a appelé en pleurs. Elle avait surpris Thomas au téléphone avec sa mère. Il lui a dit qu'il avait choisi sa mère plutôt qu'elle, qu'il avait toujours été de son côté. « Je l'ai mis à la porte, » dit-elle. « C'est fini. » Pendant ce temps, Olivia répondit à mon email. Elle avait visité le café en tant que cliente mystère, parlé aux voisins, lu le flot d'avis récents. Quelque chose ne va vraiment pas dans cet endroit. J'aimerais entendre la version d'Émilie. Je publie dans 3 jours, écrivit-elle. J'ai répondu oui. Émilie n'a pas hésité. Elle était fatiguée de se cacher. Lorsque l'article est paru à 6 heures du matin, le titre était « La face cachée de l'Aube Café.
abus financiers et exploitation familiale. À 8 heures, il avait des centaines de partages. À midi, des milliers. Les gens ont commencé à laisser des avis d'une étoile, détaillant des scènes de cris, d'humiliation et de mauvais services. Un boycott spontané fut organisé. Les clients postaient des photos d'eux buvant du café dans d'autres établissements avec les hashtags « Je soutiens à Émilie » et « I passe da bus à l'aube ». Éléonore a répondu depuis le compte officiel du café avec une déclaration calculée, pleine de mots comme diffamation et version unilatérale, affirmant qu'elle avait sauvé l'entreprise de sa belle-fille de la faillite. Les commentaires l'ont démolie. Déni classique. La narcissique classique jouant la victime après avoir exploité tout le monde. Quelqu'un a téléchargé une vidéo TikTok enregistrée en secret montrant Éléonore criant sur Émilie pour avoir laissé tomber une cuillère. « Une cuillère », lisait le commentaire principal. J'étais là. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cet endroit. Je pensais que plus rien ne pouvait me surprendre. J'avais tort. Cette nuit-là, j'ai reçu un email d'une adresse anonyme. J'ai fait des recherches sur votre passé, monsieur Patterson. Je connais l'histoire de votre licenciement en 1999 pour conflit d'intérêts et conduite contraire à l'éthique. Si vous voulez que ce dossier reste hors de la presse locale, déposez 20 000 € sur le compte que je vous fournirai. Vous avez 48 heures. Je me suis figé. Cette partie de ma vie était un chapitre que j'avais enterré pendant 25 ans. Émilie me regarda, téléphone à la main. « Que s'est-il passé en 1999 » demanda-t-elle doucement. Je lui ai dit la vérité. J'avais travaillé comme inspecteur dans un autre département. Un collègue avait cité avec une dureté inhabituelle un petit restaurant maghrébin tenu par un couple d'immigrés âgés. Techniquement, il avait raison, mais je savais que les restaurants de propriétaires blancs n'étaient jamais examinés aussi cruellement. J'ai déposé une plainte interne pour discrimination. Mon superviseur l'a enterré. Je suis allé directement au commissaire de la ville. Ils ont réduit les sanctions et m'ont viré pour insubordination et conflit d'intérêts, car j'y avais mangé 2 fois auparavant. Ils avaient de raison sur une chose, dis-je. J'ai enfreint le protocole. Mais je sais aussi que c'était la bonne chose à faire. Émilie écouta en silence. « Tu as perdu ton emploi en défendant cette famille, » dit-elle finalement. « Et maintenant tu risques tout à nouveau pour moi. Ce n'est pas de la corruption, papa, c'est de l'intégrité. » L'email de chantage disait que la ville serait déçue de moi. Émilie ferma l'ordinateur portable. « Si quelqu'un doit raconter ton histoire, ce sera nous. Appelle le journal, dis-leur tout et joins cet email. Le chantage est un crime. » Le lendemain matin, j'ai parlé à un journaliste du Le Phare de Bordeaux, Marc Dubois, recommandé par Olivia. Je lui ai raconté toute l'histoire. Le licenciement de 99, le restaurant discriminé, mon déménagement à Bordeaux, la lutte pour maintenir l'intégrité dans un système qui préférait regarder ailleurs. Je lui ai transféré l'email de chantage. Cela ne prouve pas la corruption, dit Marc. Cela prouve que quelqu'un a sacrifié sa carrière pour la justice et essaie maintenant de le faire à nouveau. Et au fait, cet email est une preuve directe d'un crime. Ce même après-midi, le Phare a publié « Les principes de l'inspecteur », le combat de Léon Patterson pour la justice, 25 ans plus tard. Il comprenait des déclarations du couple dont j'avais défendu le restaurant en 1999, qui était toujours en activité. Il parlait de moi avec gratitude. L'article reproduisait l'email de chantage et après une brève enquête, le journaliste a identifié Éléonore comme l'expéditrice. L'Ordre des avocats a reçu une plainte formelle pour tentative d'extorsion. L'avocat d'Éléonore a démissionné le lendemain. Le deuxième qu'elle a engagé a duré 24 heures. Le troisième a envoyé une lettre agressive, puis a lu l'article et s'est enfui aussi. 2 jours plus tard, Florence a déposé la plainte officielle. Patterson s'évasseur pour fraude, coercition et vol par tromperie. Une audience initiale a été fixée pour la semaine suivante. Cet après-midi-là, j'ai vu Éléonore à un guichet automatique de banque. Elle essayait de retirer de l'argent. 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'écran affichait « Transaction refusée ». Ses mains tremblaient. Elle s'appuya contre la machine.
vaincu. Pendant un instant, j'ai vu une vieille femme désespérée, pas une méchante. Puis je me suis souvenu d'Émilie à genoux nettoyant la salle de bain. La compassion s'est évanouie. J'ai continué à marcher. Thomas a envoyé un SMS à Émilie. Je suis désolé pour tout. Dis à ton père qu'il a gagné. Nous quittons Bordeaux. Ne me cherche pas. La date du tribunal est arrivée et passée. Ni Éléonore ni Thomas ne se sont présentés. L'huissier a confirmé aucun contact, aucun avocat, aucune réponse. Florence a demandé un jugement, peine par défaut et un mandat d'arrêt. Les voisins dans l'immeuble d'Éléonore ont dit l'avoir vue charger des valises dans une voiture de location à 2 heures du matin. 2 jours plus tard, Didier m'a appelé. « Assieds-toi, dit-il. Un ami à la sécurité de l'aéroport me doit une faveur. Éléonore Vasseur a acheté un billet simple pour Barcelone la nuit dernière. Thomas était avec elle, une femme désespérée avec une valise pleine d'argent volé, fuyant vers la ville. Cela semblait presque trop prévisible. Mais je n'allais pas la laisser s'en tirer avec les milliers d'euros que la communauté avait donnés à Émilie pour sauver le café. Nous nous sommes envolés pour Barcelone le lendemain, Émilie, mon fils Philippe, qui est venu de Berlin, et moi. La police de Bordeaux nous a fourni la trace de la carte de crédit d'Éléonore. Elle menait à un motel bon marché sur l'avenue Diagonale, loin du centre. La scène était exactement ce que l'on pouvait imaginer. Bâtiments délavés, asphalte fissuré, chaleur qui semblait monter du sol. La voiture de location d'Éléonore était garée devant la chambre 128, rez-de-chaussée, rideau tiré. J'ai frappé à la porte. Rien. J'ai frappé à nouveau. Éléonore, c'est Léon. Nous devons parler, dis-je, sachant qu'elle pouvait m'entendre. Le rideau bougea. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit légèrement sur sa chaîne de sécurité. Le visage de Thomas apparut dans l'espace, émacié, mal rasé. Il semblait avoir 10 ans de plus que la dernière fois que je l'avais vu. « Elle ne veut pas vous voir, dit-il. Je m'en fiche. Soit tu ouvres cette porte, soit j'appelle la police de Barcelone et je leur dis où trouver une femme avec un mandat d'arrêt de Bordeaux et un sac plein d'argent volé. À toi de choisir. » La porte se referma, la chaîne cliqueta. Quand elle s'ouvrit complètement, nous avons été frappés par l'odeur de cigarettes éventées et de restauration rapide. Il y avait 2 lits défaits, des bouteilles vides sur la table de nuit, des papiers partout. Éléonore était assise sur le lit le plus éloigné, appuyée contre la tête de lit. Elle portait les mêmes vêtements depuis des jours, ses cheveux argentés, sales et emmêlés, pas de maquillage. Ce n'était pas la reine de la caisse enregistreuse, c'était une femme vaincue. Elle n'a pas levé les yeux quand nous sommes entrés. Vous avez volé 7 000 € de la caisse avant de vous enfuir, dis-je sans détour. De l'argent que les gens ont donné pour aider ma fille. Silence. Pourquoi Barcelone? Demandai-je. Pensiez-vous vraiment que vous alliez réparer ça à une table de roulette? Je ne sais pas ce que je pensais, répondit-elle finalement, la voix rauque. Je suppose que je pensais pouvoir gagner assez pour tout rembourser et prouver que j'avais raison. En volant un peu plus en cours de route, intervint froidement Émilie. Cet argent n'était pas le vôtre. Il venait de gens que vous ne connaissez même pas qui voulaient m'aider. Éléonore la regarda enfin. Ses yeux étaient rouges. « Voulez-vous savoir pourquoi j'ai fait tout ça ?» demanda-t-elle. « Vraiment? Pourquoi ?»« La cupidité, répondis-je. » Elle secoua lentement la tête. « Parce que quand ma boutique a fait faillite il y a 10 ans, j'ai tout perdu, pas seulement l'argent. J'ai perdu des amis, du prestige, ma place dans le monde. J'étais quelqu'un et soudain j'étais une vieille femme ratée. Quand vous avez eu le café Émilie, j'ai vu une opportunité. Au début, je voulais juste aider, me sentir utile. Mais ensuite, j'ai vu que je pouvais être la propriétaire, je pouvais redevenir importante. Le café est devenu ma dernière chance de prouver que je valais encore quelque chose. Et oui, j'ai volé votre rêve pour reconstruire le mien. Vous auriez pu être une vraie partenaire, rétorqua Émilie. Vous auriez pu me soutenir sans m'asservir. Vous avez choisi l'inverse. Thomas fit un pas en avant. Émilie, je sais que tu me détestes, et je comprends, mais s'il te plaît. Ne m'appelle pas Émilie, le coupa-t-elle. N'ose pas, ne rejette pas tout sur ta mère. Tu as fait des choix chaque jour. Quand elle me faisait frotter la salle de bain à genoux, quand elle me criait dessus devant les clients, tu étais là.
Tu aurais pu dire « Arrête ». Tu as choisi de te taire. Tu as choisi le confort de son approbation plutôt que mon humiliation. Thomas commença à pleurer. « Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je m'en fiche, répondit-elle. Je demande le divorce. Je veux que tu disparaisses de ma vie. Il n'y a pas de rédemption pour toi. Il n'y a pas de pardon. Il ne te reste qu'à vivre avec ce que tu as fait. » Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. J'ai ouvert. « Police de Barcelone », dit l'officier en montrant son badge. « Éléonore Vasseur ?» Elle se leva lentement. « C'est moi », répondit-elle. Ils lui ont mis les menottes. Avant qu'elle ne parte, elle m'a regardé une dernière fois. « Fallait-il vraiment me pourchasser jusqu'ici ?» demanda-t-elle. « Vous auriez pu me laisser disparaître. Vous avez volé 7 000 € à des gens qui faisaient confiance à ma fille, répondis-je. Non, je ne pouvais pas. Alors qu'il l'emmenait, elle dit quelque chose qui me resta longtemps à l'esprit. Vous savez ce qui est ironique ? Elle sourit sans joie. Je vous respecte presque. Vous êtes tout aussi impitoyable que moi. Vous avez juste une meilleure réputation. La différence, répondis-je, c'est que je me bats pour ma famille. Vous ne vous êtes battu que pour votre ego. Nous sommes rentrés à Bordeaux ce même soir. L'Aube Café nous attendait avec une pancarte « Fermeture temporaire » accrochée à la porte. Nous sommes entrés. L'air était vicié, les vitrines vides, les factures empilées sur le comptoir. Émilie ouvrit les enveloppes en silence. Chacune était une mauvaise nouvelle de plus. Fournisseurs impayés, factures d'électricité en retard, avis de coupure. « Papa, dit-elle finalement, c'est pire que ce que nous pensions. Avec ce qu'elle a pris, avec tout ce qu'elle a laissé impayé, nous devons 23 000 € juste pour équilibrer. Ça ne compte pas l'achat d'ingrédients, le paiement des assurances, rien. » Philippe prit la parole depuis le comptoir. « J'ai 40 000 d'économies. Je te les transfère. »« Non, » répondit-elle. « Tu m'as déjà trop donné, et ce n'est toujours pas suffisant. Je ne peux pas continuer à entraîner tout le monde avec ça. J'ai gagné légalement, mais j'ai perdu le commerce. L'Aube Café est mort. Je ne m'étais jamais senti aussi impuissant. Il n'y avait aucun rapport, aucune réglementation, aucune inspection qui pouvait payer des dettes. Cette nuit-là, avec Émilie endormie sur mon canapé et Philippe faisant les 100 pas, dans la cuisine, je n'avais aucun plan. Pour la première fois dans toute cette guerre, je ne savais pas quoi faire. La réponse est venue d'elle-même à l'aube. Mon téléphone sonnait sans arrêt. J'avais des dizaines de messages de numéros inconnus. Nous avons vu les nouvelles sur le café. Nous voulons aider. 6 juin, la preuve du virement pour qu'Émilie puisse rouvrir. Nous sommes du groupe Les Fins Gourmets de Bordeaux. Comptez sur nous. Olivia avait publié un nouvel article. Émilie a gagné au tribunal, mais hérite des dettes de l'abus. Pouvons-nous aider l'Aube Café à se relever ? En 2 heures, 8 000 € avaient été récoltés dans une campagne de financement participatif. En 2 jours, ça a dépassé les 30 000. Les fournisseurs ont offert de la farine, du beurre et du café à prix coûtant ou gratuitement pendant quelques mois. Des électriciens, des plombiers et des peintres se sont inscrits comme volontaires. Bordeaux faisait ce qu'elle fait de mieux, prendre soin des siens. 6 semaines de rénovation plus tard, le café était transformé. Murs fraîchement peints, la cuisine réorganisée selon le code que j'avais passé des décennies à appliquer. Table donnée, une fresque murale sur un mur, latérale, une femme avec une tasse de café à la main, dessinée comme une super-héroïne. Elle avait été peinte par Chloé, la fille de 8 ans d'Émilie, qui avait décidé que sa maman méritait une cape. Le jour de la réouverture, la file d'attente s'étendait autour du pâté de maison. Les caméras de télévision locale filmaient, Olivia prenait des photos, les gens arrivaient avec des fleurs, des ballons et une envie de brioche à la cannelle. Les brioches se sont vendues en 20 minutes. Le café s'est rempli de conversations, de rires et de l'odeur de pâte fraîchement cuite. 2 mois plus tard, lors de l'audience finale, Éléonore est apparue dans la combinaison orange de la prison du comté, les mains menottées. Le juge Wallace a lu la liste des charges. Fraude, vol, tentative d'extorsion. 18 mois de prison
et l'obligation de rembourser les 7 000 € volés de la caisse lorsqu'elle le pourrait. Avant qu'il ne l'emmène, elle a demandé à parler. « Émilie, Monsieur Patterson, dit-elle, j'ai détruit votre famille, je vous ai volé. Tout ce que vous avez dit sur moi est vrai. Je suis exactement la méchante que vous avez dépeinte. Je n'attends pas que vous me pardonniez. Je veux juste le reconnaître. Je l'ai fait. Personne d'autre. » Elle regarda Émilie. « Votre café est magnifique, ajouta-t-elle. Je l'ai vu aux informations. C'est tout à vous. Ça l'a toujours été, même quand je pensais en être la propriétaire. » Émilie se leva et sortit de la salle d'audience sans un seul mot. Éléonore hocha lentement la tête, comme si elle comprenait enfin quelque chose, et laissa les gardes l'emmener. 6 mois plus tard, l'Aube Café n'était plus une histoire de tragédie, mais de résilience. Ce n'était pas une entreprise à 1 million d'euros, mais c'était stable. Je terminais la plupart de mes matinées à la table du coin avec un café noir qui était maintenant parfait, lisant le journal tout en écoutant Émilie rire avec les clients. Philippe envoyait des vidéos de Berlin et sa photo était accrochée à un mur à côté de la mienne. Thomas envoyait la pension alimentaire de sa fille à temps chaque mois depuis quelque part en France, sans note ni explication. Émilie la déposait sans commentaire. Parfois, des lettres d'Éléonore arrivaient de prison. Ma fille les gardait non ouvertes dans un tiroir. Les jeter aurait semblé leur donner trop d'importance. Un samedi, un client m'a demandé « Avec tout ce qui s'est passé, pensez-vous que ça en valait la peine ?» J'ai regardé Émilie derrière le comptoir, de la farine sur les mains et de la lumière dans les yeux. « Demandez-moi dans 10 ans, répondis-je. La victoire n'est pas un moment. C'est ce que l'on construit après. » Philippe est apparu en appel vidéo depuis le téléphone posé à côté de la machine à expresso. « Tu sais ce qui est drôle, papa ?» dit-il. Éléonore pensait qu'un vieil inspecteur serait une cible facile. Elle a oublié que tu as passé 35 ans à fermer des endroits exactement comme le sien. « Les héros n'existent pas, répondis-je. Il n'y a que de vieux hommes têtus qui refusent de laisser les tyrans gagner. « Papa !» appela Émilie depuis le comptoir. « Ta brioche à la cannelle est prête. » Je me suis approché. Elle regarda attentivement pendant que je prenais la première bouchée. J'ai mâché, savouré et avalé. « Parfait, dis-je. Comme tout ce que tu fais ici. » Elle sourit pour de vrai, un sourire large et net, différent de tout autre que j'avais vu sur elle depuis des mois. Cet instant, ce sourire, valait plus que n'importe quel procès, amende ou article de journal. J'avais 70 ans. Mon compte de retraite était presque vide. Émilie était une mère divorcée, travaillant plus d'heures qu'elle ne le devrait, mais elle était libre. Elle était la propriétaire de sa vie et de son café. Elle avait survécu à quelque chose qui a failli la briser et en est ressortie plus forte. La porte était ouverte et une douce brise entrait, sentant la ville et le pain. J'ai pris une profonde inspiration. Tout, du premier café brûlé à la phrase finale, m'avait amené à ce moment. Ma fille, souriante dans son propre au café, son tablier taché de farine et la tête haute. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire quelle partie vous a le plus marqué ou à quel personnage vous vous êtes identifié. Et si vous voulez continuer à écouter des histoires intenses comme celle-ci, cliquez sur la vignette qui apparaît à gauche pour regarder la suivante. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin.